Alors, il se trouve que la Gen Z essaye de cancel Chantal Akerman. Alors, pour une raison maintenant qui est plutôt usuelle quand ça essaye de cancel des gens, c'est pas pour dire ah, les gens essayent vraiment de cancel, etc. Chantal Akerman, ça fait 10 ans qu'elle est morte. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à vouloir cancel la personne? Mais il se trouve que juste il y a une personne qui dit ah bah regardez, j'ai eu un cadeau d'anniversaire, un truc, enfin je sais pas si c'est anniversaire ou si c'est juste un cadeau comme ça. Regardez, j'ai eu un coffret avec l'intégrale de Chantal Akerman, enfin je crois que c'est l'intégrale de Chantal Akerman, que ça doit être quasiment tous ses films. Bah, c'est un coffret de Capricci. Alors, pour le coup, Capricci, tu pourrais à la limite plus les cancel vu les trucs qui sont sortis sur eux. Je crois qu'il y a eu une enquête, c'était dans Les Jours, si je me trompe pas, sur les fondateurs de Capricci et qui est pas non plus génial. Si je me trompe pas sur qui c'est, hein, bien sûr. Et donc, il y a quelqu'un qui cite et qui dit, toujours une sioniste d'ailleurs, qui met en commentaire également, ça n'empêche pas d'apprécier ses films, mais de là à acheter un coffret à son nom, qui plus est avec son film sioniste dessus, écrit en gros, bon, faudrait peut-être y réfléchir un peu. Et donc, t'as Antoine Goya qui dit, c'est quoi son film sioniste, Là-bas? Alors, pour le coup, du coup, moi, personnellement, j'ai regardé Là-bas, tout à l'heure, j'ai regardé Là-bas, alors... En fait, Là-bas, c'est... Pour ceux qui ne connaîtraient pas le cinéma de Chantal Akerman, c'est Jeanne Dielman, c'est Je tue elle, c'est Golden 80s, c'est des grands films très longs, notamment, et c'est aussi des films documentaires, parce que là, je crois que j'ai cité que des films de fiction, mais elle a aussi œuvré pas mal dans le documentaire, c'est ce genre de réalisatrice-là qui a fait quasiment, je crois, autant de documentaires que de films de fiction, si je me trompe pas. Bah moi, j'ai regardé notamment News from Home, et c'est en fait, généralement, de ce que j'ai vu, des plans très lents, des plans vraiment où il se passe pas grand chose et où ça va rentrer dans une introspection. News from Home, pour donner un petit synopsis, c'est un film où en fait Chantal Akerman a vécu pendant un petit temps à New York et elle a documenté en fait les lettres que lui passait sa mère, qui était progressivement inquiète sur son état, sur le fait qu'elle soit de plus en plus seule, etc. Enfin, vraiment, le fait qu'elle soit de plus en plus reclus, et avec en même temps des images de New York. Où il se passe pas grand chose, c'est juste filmer New York avec les passants rapidement, tout ça. Et là-bas, c'est pas exactement le même dispositif. Parce que là-bas, du coup, ça se passe à Tel Aviv, en Israël, en Palestine occupée. J'ai vu que ça disait de plus en plus Palestine occupée, au lieu de dire Israël, j'aime bien le fait que les gens disent ça. Mais il me semble en tout cas que des gens l'utilisent dans ce sens-là. Et là-bas, donc c'est Chantal Akerman qui, sur quasiment les dernières années de sa vie, parce qu'elle mourra 10 ans plus tard, est à Tel Aviv dans son appartement. Et en fait, il y a une sorte de voix off de Chantal Akerman qui parle un peu de la vie, de tout ce qui se passe dans sa vie, de tout ce qui se passe, de toutes ses réflexions personnelles, etc. Et voilà. Et alors, Palestine occupée, c'est pas pour la Cisjordanie. J'hésitais justement, je me disais, est-ce que c'est pas pour ça? Mais je vois des gens utiliser, j'ai l'impression, Palestine occupée pour parler d'Israël. Peut-être qu'il y a, un jeu j'allais dire de téléphone arabe, mais bon, est-ce que dans la situation c'est ce qu'il faut dire? Mais en tout cas, un jeu où ça a un petit peu du mal à transvaser, mais bon, c'est pour tout, ok. C'est pour tout, oui, j'imagine bien, parce qu'il y a ce côté même solution à un état, tout ça, donc c'est... Bref, des choses où vous irez voir des gens bien plus informés que moi sur le sujet de la Palestine, évidemment. Moi, j'estime être assez bien informé, mais voilà. Et donc là-bas, en fait, ça va être un film très introspectif sur son rapport à Israël, sur sa manière, en fait, de vivre à Tel Aviv. Et alors, si ça, c'est un film sioniste, je vais être très honnête là-dessus, votre niveau votre niveau d'acceptation de ce qu'est un film sioniste, il est très très bas, hein, parce que moi j'ai pas l'impression, en voyant Là-bas de Chantal Akerman, de voir le film le plus sioniste du monde, quoi. Je sais qu'il y a eu des débats, typiquement, c'était il y a quasiment un an, hein, quelque part, c'était au début d'année, avec The Brutalist, où les gens trouvaient que le film était sioniste, parce qu'en fait, il y a tout un message à la fin avec, je crois que c'est le personnage d'Ariane Labed qui dit le plus important, ce n'est pas la destination, ce n'est pas la destination, c'est pas le voyage, c'est la destination, justement, par rapport justement à Israël, et de dire bah finalement le plus important, c'est pas ce qui a été fait, c'est tout là où on est actuellement. Et en fait, du coup, il y a tout un message assez ironique là-dessus, où en fait, le personnage n'est pas du tout Enfin, on a suivi un personnage pendant 3 heures, et après, ça nous dit, le plus important, c'est comment on est aujourd'hui, sachant que le personnage, il est grabataire sur la fin.
Bon, en fait, il y a tout un message jonché d'ironie quand on regarde les interviews de Brady Corbett, qui est juif mais qui est visiblement antisioniste et pro-pal. Effectivement, c'est un autre discours. Enfin, voilà. Et après, enfin, il y a aussi tout un rapport, ça j'en ai discuté pas mal avec des militants pro-pal qui me disaient attention, généralement en fait en Amérique, ce qu'on va accepter comme discours pro-palestinien, c'est le discours pro-Cisjordanie. Et qui ne parle pas de Gaza, qui est généralement le point mort et l'angle mort de certains, c'est de dire ah mais quand même la Cisjordanie, en plus il n'y a pas le Hamas, etc. Donc eux vraiment ils prennent cher pour rien. Alors que bon, le Gaza, c'est bon, on peut les bombarder parce qu'il y a le Hamas là-bas. C'est vraiment ce genre de discours-là qui parfois peut être entendu. Et c'est pour ça, par exemple, que c'était ce que me disait quelqu'un, c'était pour ça, par exemple, que Northernland a eu l'Oscar du meilleur documentaire. C'est parce que Northernland parle majoritairement de Cisjordanie et pas de Gaza. Et de dire, bah oui, là-bas, ce qui se passe, c'est terrible. Et en plus, ils méritent pas. Alors que les Gazaouis, à la limite, ils mériteraient. Enfin, c'est un peu le discours ambiant qu'il y a autour de tout ça. Bref, tout ça, c'est des débats. Vous savez, pas de politique, c'est non, mais vous savez que ici, moi, je parle de politique pas mal. Et c'est des débats qui, moi, m'intéressent. J'ai envie même d'en parler plus profondément plus tard avec des gens militants, etc. Je pense que ça serait un bon sujet pour parler vraiment de la vision de la Palestine qu'il peut y avoir au cinéma, particulièrement au cinéma américain, et particulièrement aussi de voir les films palestiniens, les films israéliens qui ont pu sortir. Revenons du coup à Là-bas de Chantal Akerman. Est-ce que Là-bas de Chantal Akerman est un film sioniste ? J'ai pas l'impression. Encore une fois, qu'est-ce que le sionisme ? C'est le projet colonial de s'installer de la part de la communauté juive, de la part d'une partie de la communauté juive, en Israël, donc c'est-à-dire là où il y a la Palestine, donc près de Jérusalem, hein, parce que c'est pour ça, il me semble que ça a été choisi comme plan, c'était parce que c'était près de Jérusalem, que c'était historiquement en Judée, etc., et que c'était une colonie britannique, et que les Britanniques ont dit, bah voilà, allez vous installer là-bas. Il y a aussi beaucoup de gens, alors ça pareil, j'ai pas trop digué, qui disent que c'était pour être une sorte de point de relais entre guillemets par rapport au Moyen-Orient pour entre guillemets civiliser le Moyen-Orient, des trucs du genre. Ça pareil, il faut un petit peu diguer. Moi je vous avoue, j'ai pas non plus trop digué de l'histoire vraiment de l'occupation israélienne en Palestine qui peut y avoir depuis maintenant je crois quasiment 80 ans, depuis 46, 47 si je me trompe pas. Mais en tout cas le sionisme c'est ça, on va remettre un petit peu l'église au centre du village, ou plutôt la synagogue au centre du village. Je suis juif, je peux faire toutes les vannes que je veux. Le sionisme, c'est ça. Le sionisme, c'est le fait de s'installer vraiment en terre palestinienne. C'est pas le fait d'avoir un État juif. Et donc, moi, c'est sûr que je vois ce genre de projet-là, et ce genre de film-là, et je me dis... Qu'est-ce qu'il y a de sionisme si ce n'est de constater, parce que, encore une fois, c'est un film qui revient également sur la vie de Chantal Akerman, et où elle dit « J'ai cet appartement-là, mais je ne l'ai pas tellement choisi ». Je veux dire, voilà, il y a beaucoup de juifs qui sont techniquement admissibles, entre guillemets, ou qui ont même de la famille qui est en Israël, et qui, en soi, ne se sentent absolument pas israéliens ou israéliennes. Et là, Chantal Akerman dit « Je me sens absolument pas israélienne, je me sens absolument pas appartenir à ce genre à ce pays-là. Je me sens plus belge, parce que Chantal Akerman reste une réalisatrice belge à la base, d'origine juive, hein, c'est pour ça qu'elle a aussi eu accès grâce à sa famille, grâce à je sais plus quel membre de sa famille à cet appartement-là. En soi, c'est surtout un film qui va aborder le thème des tâches du quotidien, de c'est quoi, enfin, de plein de choses, et un sentiment également de solitude, parce que Chantal Akerman à ce moment-là est sur les dernières années de sa vie. Il faut savoir qu'elle est très attachée également à sa mère. Je vous ai parlé de News from Home qui parlera de sa mère, qui parlera de la relation épistolaire qu'elle peut avoir avec sa mère. Et effectivement, pour l'anecdote, sur la fin de sa vie, Chantal Akerman commençait à souffrir de maux de bipolarité, si je me trompe pas. Et en tout cas, son dernier film n'est pas sur sa mère d'ailleurs. Il me semble que c'est sur sa mère. Il me semble, si je regarde un peu. Mais je crois que son tout dernier film, ouais, est sur sa mère. Et c'est, en fait, un film qui est sorti... oui, c'est ça. Le film est tourné en Belgique, à Bruxelles et en Israël. Parce qu'il me semble que sa mère habite en Israël, si je me trompe pas. Et sur la fin de sa vie. Et que,
Chantal Akerman est décédée 1 an après sa mère, parce qu'elle était très 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 attachée à sa mère, Natalia du coup, et c'est pour ça qu'elle a décidé de se suicider. D'ailleurs, elle est morte en se suicidant. Enfin voilà, c'est vraiment un acte, mine de rien, qui est pas non plus anodin que de se suicider, on va pas se mentir là-dessus, et c'est pour ça que, effectivement, là-bas parle également de ça, parle également de tout cet héritage-là. Certains diront même que le judaïsme et la judéité de Chantal Akerman vont traverser toute sa vie, vont traverser tous ses films, et que c'est une manière de décortiquer ses films que de parler de son judaïsme. Et typiquement, il y a des gens qui disent que Chantal Akerman, ça parle notamment du rituel juif, ça parle notamment de tradition juive, finalement, et que c'est un prisme par lequel analyser le cinéma de Chantal Akerman dans sa globalité. Je sais pas s'il faut aller jusque-là, je sais qu'elle a fait des documentaires très spécifiques dessus, notamment Histoire d'Amérique, qui revient sur les juifs qui sont partis d'Europe au début de la Seconde Guerre mondiale, ou au début de l'occupation allemande, de l'élection d'Hitler au pouvoir, etc., pour partir vers les États-Unis, et qui ont ce sentiment du coup de détachement, et qui ont ce sentiment de ne plus être attachés à cette patrie-là. En tout cas, moi, c'est sûr que je vois le cinéma de Chantal Akerman de manière générale. Je vois là-bas, qui est censé être son film le plus sioniste, et je me dis, qu'est-ce qu'il y a de sioniste là-dedans? Enfin, vraiment, moi, c'est ça où je suis curieux. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien qu'on me dise un peu qu'est-ce qu'il y a de sioniste là-dedans. Et je vois des réponses, je vois des gens parler de ces films, etc. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a de sioniste là-dedans, si ce n'est que ça se passe, en fait, ça se passe finalement en Israël, quoi. C'est tout. J'ai vu la top review Letterboxd, et il dit que le film évite la politique et se place d'un point de vue privilégié à l'écart des conflits. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose où on pourrait presque faire le même reproche. Attention, opinion wokiste. On pourrait presque faire le même reproche à La Zone d'Intérêt. Parce que La Zone d'Intérêt, justement, se place un peu à l'écart des conflits. Mais c'est le but. C'est le but que de montrer que la vie en Palestine occupée continue son petit bonhomme de chemin, et que les gens en Israël, globalement, vivent bien. C'est un peu... Enfin, c'est aussi le truc, même si, encore une fois, il y a quand même des petites phrases qui abordent le conflit israélo-palestinien, et qui abordent ce conflit-là, et qui disent on n'aurait pas dû venir ici. Enfin, vraiment, il y a quand même des petites phrases qui sont par-ci par-là, oui, non, mais voilà, je suis taquin, et c'est pas ma vraie opinion, ça, évidemment, mais il y a quand même des petites phrases par-ci par-là qui abordent justement ce conflit-là. Donc, évidemment que pour moi, là-bas, c'est presque un film qui, je sais pas s'il est sioniste, je pense pas qu'il soit sioniste, j'ai presque l'impression qu'il soit anti-sioniste, si on est un peu, enfin, involontairement anti-sioniste. C'est-à-dire que c'est un film qui se place d'un point de vue personnel, qui parle d'un point de vue de quelqu'un qui est dans cette maison-là, et qui peut sembler être une réflexion un peu bourgeoise, étrange, mais en tout cas, je ne sais pas, et je n'ai pas l'impression non plus que Chantal Akerman soit sioniste. Maintenant, du coup, j'ai dit tout ça, mais admettons 5 secondes que Chantal Akerman soit sioniste. Est-ce qu'il y a tant de ça, de problèmes, à acheter un coffret vraiment Blu-ray, DVD, je ne sais quoi, de Chantal Akerman, sachant qu'elle est sioniste? Alors, là, on revient sur l'acte de boycott. On revient sur c'est quoi l'acte de boycott. BDS, c'est boycott, désarmement, sanction. Je crois que c'est ça. Désinvestissement, quelque chose du genre. Je sais plus exactement c'est quoi le sigle de BDS. Et on va rappeler un principe de base. Les listes BDS, elles sont là pour, notamment, je crois que il y a tout un graphique. Mais notamment, les listes BDS sont là pour dire. Donc on rappelle, je crois que dedans, il y a plein de marques à ne pas consommer, des grands je crois que voilà, Coca s'est rajouté récemment, et l'idée c'est de dire on va centrer un boycott autour d'une personne, on va centrer le boycott autour de certains produits, certains biais de consommation, tout ça, éviter d'utiliser, enfin voilà, éviter d'utiliser Google, bon, dommage les gens, mais voilà, éviter d'utiliser certains services, etc. Mais centraliser vos boycotts autour d'ici, c'est-à-dire vraiment de dire centraliser vos boycotts autour de ces marques-là, de Carrefour, HP, SodaStream, McDo, Burger King, tout ça. Et essayer et quand on dit boycott, c'est pas pour dire arrêtez de consommer là-bas, c'est de dire éviter de consommer là-bas, enfin, il y en a qui ont le boycott où ils disent il faut totalement arrêter, il y en a qui disent
Si vous n'avez pas le choix, évidemment, vous y allez. Mais voilà, comment je, comment je peux acheter mes chaussures de chantier sans cadre? Bah oui, mais dommage, dommage, dommage. Non, mais en vrai, et d'ailleurs, le mouvement BDS, il prouve d'ailleurs quelque chose, c'est que il y a aussi des gens qui ne peuvent pas boycotter X ou Y truc. Imaginons que vous êtes dans un coin paumé, il y a un carrefour. Et c'est le seul moyen de faire vos courses facilement, etc. Bon bah comment vous pouvez boycotter ça? SodaStream, pareil, SodaStream, moi j'ai des potes, enfin je bois pas d'eau gazeuse, mais j'ai des potes qui boivent des eaux gazeuses et qui me disent mais en fait c'est impossible à boycotter parce que même les cartouches d'eau gazeuse, c'est en fait des sous-marques et des sous-branches de SodaStream. Donc et pareil, Amazon c'est tout un empire immense, c'est pour ça que même c'est mis dans pas de boycott, c'est de dire qu'il faut faire la pression dessus, etc. Et typiquement récemment il y a eu Lena Situation qui a annoncé son podcast qui avait une version filmée chez Disney+. Bah là c'est des cibles de pression de dire faut pas collaborer avec Disney+, si vous en avez la possibilité. Après voilà, si vous allez voir un film Disney en salle, voilà quoi, c'est comme essayer de boycotter BlackRock. Bah oui, je connais des gens qui ont pas de thunes et qui galèrent à trouver un travail, qui se retrouvent à travailler à Carrefour. Bah oui, enfin vraiment, ou qui se retrouvent à travailler à McDo, ou qui se retrouvent à travailler là-bas. Amazon c'est impossible, tout est hébergé sur leur serveur aussi. Vous êtes sur quel site les gens? Vous êtes sur quel site? Vous êtes sur Twitch.tv, qui appartient à Amazon, qui est une filiale d'Amazon. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre des petits primes les gens. Mais voilà, il y a des boîtes qui sont impossibles à boycotter. Maintenant, un des avantages du capitalisme qu'on a, c'est que il y a des boîtes qui sont possibles de boycotter parce que justement il y a de la concurrence. Moi je sais typiquement que quand je commençais justement à boycotter, avant je commandais tout le temps des Domino's Pizza parce que j'aime bien le goût de Domino's Pizza, me jugez pas. Et je me suis dit bon, je boycotte Domino's Pizza, je vais chez Pizza Hut. Il se trouve que Pizza Hut est aussi dans le boycott, mais je me suis dit ok, bah du coup j'essaye Five Pizza. Donc voilà. Non mais c'est ça un peu Béranger, c'est que je me suis dit ça. Mais du coup bah j'ai découvert J'ai la dalle parce que bah je boycotte forcément McDo. J'ai découvert J'ai la dalle et puis voilà. Ça a fait ses effets, le boycott de Carrefour au Moyen-Orient. Non mais en vrai ça a quand même des effets, le boycott BDS. Donc voilà, c'est quand même un truc où effectivement encore une fois là la personne est quand même assez carrée dans ce qu'elle dit. Et la personne dit ça n'empêche pas d'apprécier ses films, mais de là à acheter un coffret à son nom, voilà. Il y a quand même un truc où je comprends à peu près où il veut en venir, et je vois qu'il est plus dans une démarche de boycott, parce que effectivement, moi je n'ai rien contre le fait d'apprécier des films, même d'un connard. On va pas non plus, encore une fois, ici on n'est pas de la cancel culture, même si parfois il faut quand même cancel des trucs, etc., il faut quand même boycott, mais effectivement, ça ne me viendrait pas à l'esprit d'acheter un Blu-ray Roman Polanski, ni d'acheter un Blu-ray Luc Besson, ni d'acheter un Blu-ray de Woody Allen ou des trucs du genre ou des grandes stars comme ça, parce que je me dis bah quand même ça va leur bénéficier. Ces autres tweets en réponse c'est assez désastreux je trouve, je suis un peu d'accord. Charlotte Gainsbourg, immense actrice, voilà. Si demain il y a une projection d'un Infomaniac, c'est possible que j'y aille aussi, parce que c'est pas dans la cible de BDS prioritaire. Et voilà, effectivement Polanski, malgré tout ce qu'on peut dire de lui sur sa vie, et ça c'est des trucs qui sont désastreux et il faut qu'il s'arrête de produire des films, Chinatown ça reste un chef d'œuvre. Enfin voilà, c'est quand même un truc où Chinatown ça reste un chef d'œuvre. Enfin moi c'est La jeune fille et la mort que j'adore de Polanski. Enfin voilà, c'est quand même des films où il faut les regarder. Il faut les regarder avec un œil critique aujourd'hui, notamment je sais qu'il y avait tout un débat particulièrement autour de Dernier Tango à Paris de Bertolucci, où il y a eu une affaire avec Marie... J'ai oublié son nom. J'ai oublié... Putain, c'est horrible. En plus, j'ai regardé... Maria Schneider, pardon. Mais Maria Schneider et Marlon Brando. Où il y a eu, enfin voilà, il y a eu tout un biopic sur elle qui s'appelle Maria, qui est plutôt chouette, moi que j'ai plutôt bien aimé. Mais voilà, il y a eu toute une affaire autour de la Cinémathèque où effectivement c'est des films où il faut les mettre en contexte. Et moi je ne vois pas de problème à regarder des films de Chantal Akerman, admettons encore une fois qu'elle soit sioniste, si on met un contexte dessus. Si on met un contexte de dire quand même que effectivement il reste que c'est des films qui peuvent aborder la question juive, la question de la judéité et donc la question israélienne également. J'aime beaucoup le film de Polanski sur Dreyfus. Bah, reste qu'il est bien. C'est un peu ça. Et moi, là où, si on est encore une fois, d'ailleurs, dans la question de la judéité, un des plus grands films de l'histoire du cinéma, et même un des plus grands films tout court qui sort de l'histoire du cinéma, c'est Shoah de Claude Lanzmann. Un des points qu'on aborde très peu souvent quand on parle de Shoah de Claude Lanzmann, c'est quand même que, malgré le fait que Claude Lanzmann soit pas particulièrement
il le dit lui-même, il n'a pas particulièrement un attachement pour la religion juive. Par contre, il a un attachement super fort avec Israël. Enfin, il avait un attachement super fort avec Israël. Pour autant, est-ce qu'il faut arrêter de regarder Shoah de Claude Lanzmann? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est un des films, encore une fois, c'est un des documents les plus importants de l'histoire du cinéma. Et c'est un des documents les plus importants tout court de l'histoire de l'humanité. C'est un film qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. Voire peut-être revoir si vous êtes un peu, un peu foufou. Mais si vraiment vous avez envie de vous taper plusieurs fois 9 heures de Shoah de Claude Lanzmann, je sais qu'il y a un documentaire qui sort prochainement, on en avait parlé rapidement avec Nicolas de Tsunami, qui s'appelle Je n'avais que le néant, il me semble, sur un peu des sortes de chutes de rush et sur le montage de Shoah de Claude Lanzmann. Donc je me dis, ça c'est fascinant et moi j'essaierai d'aller le voir. Mais effectivement, Claude Lanzmann, faut l'évoquer, c'est quand même quelqu'un qui était sacrément sioniste. Il y a eu aussi des affaires d'agression autour de Claude Lanzmann. Son premier film s'appelle Pourquoi Israël? Sans point d'interrogation. C'est-à-dire juste de dire pourquoi Israël? Juste pourquoi on va en Israël, pourquoi Israël est important, enfin voilà. Encore une fois, c'est un film que je n'ai pas vu, donc je peux pas non plus me prononcer dessus. Mais c'est sûr que je vois toute la carrière de Claude Lanzmann, tous ses engagements politiques, et je me dis... Ah, effectivement. Pour autant, est-ce que Shoah de Claude Lanzmann est un mauvais film, est un film qu'il faudrait boycotter? Mais jamais de la vie. En fait, c'est encore ça. Et Chantal Akerman, je sais pas s'il faut la boycotter, si elle l'a fait parmi les films les plus importants. Elle a quand même fait un film qui est classé d'après Sight and Sound comme étant le meilleur film de tous les temps, qui est Jeanne Dielman. Est-ce que pour autant il faut boycotter Chantal Akerman? J'ai pas nécessairement l'impression. Et encore une fois, que les gens soient attachés à Chantal Akerman, que les gens aient envie de voir du Chantal Akerman, que les gens aient envie vraiment de mater des films de Chantal Akerman, parce que ça peut être un éveil, enfin, on a parlé tout à l'heure de la petite dernière, mais ça peut être un éveil en termes de lesbianisme, en termes de tout, notamment avec Je tue elle, qui a été vraiment ultra important. Sa filmo ne tourne pas autour de ça. Bah ouais, selon certains, ça tourne autour de ça, mais moi j'avoue que Je tue elle, je ne vois pas le rapport avec le judaïsme. Peut-être qu'il y en a un qui est un peu plus étrange, qui est un peu plus caché, qui a un sous-texte où c'est un peu de la branlette intellectuelle que de dire qu'il y a un rapport avec le judaïsme. Mais en tout cas, personnellement, je ne vois pas ce rapport-là. Donc il faudra peut-être me le démontrer, mais je ne le vois pas là comme ça, de but en blanc. Je vois juste un trajet avec 3 personnages qui s'entremêlent. Et c'est tout, et c'est voilà. Est-ce que quand le moment où t'as... Enfin, ça c'est un truc d'ailleurs qu'aborde pas mal Rancière, c'est de dire, bah en soi, est-ce que le moment où tu as Chantal Akerman qui mange du sucre à même le pot, ça parle de sionisme, j'ai quand même pas l'impression non plus, quoi. Même News From Home pour la relation mère-fille. Voilà, News From Home, à la limite, je vois un peu le truc parce qu'il y a une relation maternelle, etc. Je vois à la limite pourquoi les gens pourraient dire qu'il y a quand même un rapport à la judéité, au passage, etc. Je vois pourquoi pas. Mais j'avoue que des films comme Je tue elle, comme même Jeanne Dielman, certains l'analyseront comme ça, mais je pense qu'on peut le voir différemment, qu'on peut le voir comme un film sur l'aliénation, notamment comme sur le temps qui passe, énormément sur le temps. C'est quand même un film qui dure 3 heures où il se passe rien. Et là-bas, c'est aussi un film où il y a peut-être 10 plans, je sais pas trop quoi. Encore dans News From Home, on dirait qu'elle cherche à s'éloigner le plus possible de sa famille. Mais oui, et c'est pour ça que moi je voulais regarder également cette interview-là. Entretien du coup de Vacarme, je connais pas du tout cette revue là, Vacarme qui est revenu du coup sur Là-bas avec Chantal Akerman. Et je propose qu'on le regarde, qu'on le lise un petit peu, surtout que même dans Là-bas c'est très individuel, les promos à Israël. Bah oui, en fait d'ailleurs Là-bas est né, de ce que j'ai compris, d'une commande de la part d'Israël qu'elle a détournée pour parler d'elle-même. Donc ne serait-ce que ça, je me dis bah t'as volé de l'argent à Israël, super. Et pour faire un film sur toi-même, c'est quand même quelque chose sur ton rapport à ça, et c'est pas non plus un film de propagande. J'ai quand même pas l'impression, encore une fois, peut-être qu'il y a un truc qui est intériorisé, peut-être que ça fait comme... Enfin, c'est pas non plus Les Dieux du Stade de Leni Riefenstahl, qui est pour le coup vraiment un film de propagande pour le nazisme, et où ça utilise tous les artifices du cinéma pour mettre en avant le fascisme, pour mettre en avant le nazisme. Là, devant Là-bas, j'ai vraiment pas cette impression-là, donc encore une fois, il faut le développer. Quand on affirme quand même que quelqu'un est sioniste, déjà c'est quoi ta définition du sionisme? Parce que selon certains, dire qu'être pour la solution à 2 États, c'est être sioniste, et je suis plutôt d'accord dans l'idée. Maintenant, est-ce que ça veut dire du coup que des gens comme Jean-Luc Mélenchon sont sionistes? Pour certains, c'est le cas, et je veux dire, je les écoute, je les entends. Maintenant, est-ce que ça veut dire que son combat se résume au sionisme? Et en fait, encore une fois, le problème avec le mot sionisme que j'aurais, c'est que il est vraiment, enfin,
c'est devenu ce qui est horrible, c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est devenu le nouveau ah, c'est un nazi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune qualité à sauver de la personne, il est sioniste, donc on l'élimine à vie, etc. Encore une fois, les gens, les combats sont vraiment très différents. Le milieu hollywoodien est ultra sioniste. Le milieu globalement, parce que l'Amérique est ultra sioniste, qu'il y a énormément de sionisme en Amérique. Ça n'empêche pas qu'en Amérique, ça peut élire des Zoran Hamdani à la mairie de New York, sans problème, qui pourtant prône un discours pro-palestinien. Mais encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Enfin voilà quoi. Avant 1938, on disait ça au lieu de nazi aussi, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que, moi, encore une fois, si les gens commencent à accuser Chantal Akerman de sionisme pour balayer d'un revers de la main tout son discours, tout ce qu'elle a fait, et ne la résumer qu'à son sionisme, ça me paraît un petit peu relou. Pour autant, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des acteurs qui pourraient être résumés uniquement par leur sionisme. Il y a énormément d'acteurs, il y a énormément de réalisateurs, où en soi, aujourd'hui, ils ont tellement un combat pour le sionisme, je pense évidemment, vu que quelqu'un le mentionne, à Arthur, avec son animation un petit peu à la con, où évidemment, pour moi, aujourd'hui, c'est dur de le résumer autrement que par son sionisme, parce que bah, il le revendique et qu'il en parle tout le temps, évidemment. Et je pense aussi à Meilleur Habit, je pense aussi à plein de gens qui vraiment revendiquent un sionisme très affiché, je pense à Jamie Lee Curtis, je pense à plein de gens. Et pareil, je sais qu'il y a eu tout un débat autour de comment elle s'appelle, de Nathalie Portman, où les gens disaient ah, Nathalie Portman turbo-sioniste, donc n'allez pas voir Arco, n'allez pas voir les films dans lesquels elle est, etc. Vu qu'elle produit Arco. Et en fait, à côté, j'ai d'autres personnes qui disent ah mais non, elle est pas du tout sioniste, justement, elle est basée, etc. Donc encore une fois, j'ai l'impression que les gens voient un peu midi à leur pote, midi à leur pote, mais midi à leur porte, et qui se disent ok, cet acteur-là, cette actrice-là est sioniste, et donc quand c'est la vie, etc. Pareil autour d'ailleurs de Une bataille après l'autre, où les gens disaient que Leonardo DiCaprio, vu qu'il avait acheté, je crois, un hôtel à Tel Aviv, quelque chose du genre, bah il est turbo-sioniste, et donc je ne vais pas voir Une bataille après l'autre, puisque bah, ça n'a pas de sens d'avoir un révolutionnaire joué par Leonardo DiCaprio. On découvre donc que le métier d'acteur, c'est de jouer la même personne que soi-même, surtout pour DiCaprio, qui en plus va revendiquer un truc avec va revendiquer un acteur studio, etc. Enfin voilà, même pitié, ils sionistes. Oui, voilà. Pour autant, est-ce que ça veut dire que le film ne peut pas être réapproprié par des personnes anti-sionistes? Non. Et encore une fois, enfin, c'est aussi un truc où l'Amérique, de manière générale, est sioniste, et où ça fait que donner des messages anti-sionistes, il faut le faire un petit peu en soum-soum, il faut le faire un petit peu caché. C'est d'ailleurs tout le débat qu'il y a eu autour de Superman de James Gunn, où James Gunn a écrit un film anti-sioniste, qui peut être du moins interprété comme étant antisioniste, parce que moi ce qui me saoule un petit peu c'est que c'est des noms fictifs, etc. Mais en vrai c'est dur de voir autre chose que Israël-Palestine, et de voir vers qui se range Superman, etc. Et de voir aussi comment ça a été repris par d'autres. Maintenant tu regardes un petit peu tu regardes un petit peu, comment dire, les interviews de James Gunn, lui il te dira ah bah non, pas du tout, je suis pas du tout inspiré de ça, enfin voilà. Bon, je pense que peut-être qu'aussi il se cache un petit peu, et peut-être qu'aussi il se dit bon, j'ai pas envie non plus que tout Hollywood se rallie contre moi, et donc je vais un petit peu me calmer mon jeu, quoi. Il y a moins d'esprit critique sur ce terme parce que le sort des Palestiniens émeut énormément, donc on cherche un terme fourre-tout et on associe ça à ce taré de Ben Gvir, par exemple. Je sais pas qui c'est Ben Gvir, mais en tout cas oui, c'est ça le truc, c'est que en fait, et en même temps je suis d'accord aussi sur l'idée, c'est-à-dire que oui, le sionisme c'est quelque chose d'abominable, c'est quelque chose de désastreux, évidemment, et l'idéologie sioniste, quand je dis l'idéologie sioniste, c'est vraiment le sionisme à mort de il faut tuer tous les Palestiniens, etc. Enfin voilà, ça c'est désastreux et c'est absolument horrible. C'est un des ministres de Netanyahou, taré ce type, et ben dis donc. Mais en tout cas voilà, l'idéologie de dire il faut absolument buter tous les Palestiniens, c'est absolument atroce, ça évidemment. Maintenant quand t'as enfin, j'ai pas envie de dire il y a du soft et du hard sionisme, mais juste t'as des personnes qui sont à Tel Aviv, qui ont été à Tel Aviv à un moment donné dans leur vie, par exemple, il y a eu tout le débat autour de Oui de Nadav Lapid. Moi, j'entends évidemment qu'il y ait une démarche de boycott autour de Oui de Nadav Lapid, ne serait-ce que parce que ça a été, dans le cadre de, je crois qu'il y a eu tout un accord de boycott où, en fait, globalement, il faut boycotter les films qui ont reçu un fonds d'investissement israélien, et que, Oui de Nadav Lapid est financé par Israël. Et qu'il y a des gens qui disent que c'est pour mettre en avant justement un côté où en Israël, regardez, on accepte les critiques puisqu'on met en avant Oui de Nadav Lapid, bref, que des trucs comme ça.
Et globalement, c'est vrai que moi je vois We the Nada Lapid, je vois pas un film non plus turbo-sioniste justement, justement je vois un film qui essaye de critiquer ça, qui essaye de montrer le point de vue palestinien dans toute cette cause-là, même si c'est un point de vue palestinien transformé par le point de vue israélien également, et qu'il y a des scènes en fait qu'il faut prendre au second degré, et que ça se voit qu'il faut les prendre au second degré aussi. Bref, ça c'est tout un débat, j'en ai parlé ici. Avis sur Charlotte Gainsbourg dans le rôle de Gisèle Halimi, du coup, bah c'est dégueulasse, enfin vraiment. En fait. Et pour le coup, je crois qu'il y a le fils ou la fille de Gisèle Halimi qui est venu et qui a dit mais c'est absolument horrible, ça ne porte pas les combats de ma mère, enfin voilà. Donc c'est vraiment nul, je pense qu'on peut se dire que c'est nul. Mais là, du coup, moi je suis curieux un petit peu de la place autour de là-haut de Chantal Akerman, quoi. Même avis que la critique des films US qui parle des films de la guerre menés par les US et des continuités qui dérangent. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ouais, Levi qui met le lien. Alors, je sais pas si c'est celui auquel je pense, mais donc c'est du coup Leonardo DiCaprio qui va construire un hôtel de luxe en Israël, et donc il y a un trade de comment tac 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 tac. Ok. Bon, visiblement, c'est tout un trade assez complexe pour dire que il est allé plusieurs fois à Tel Aviv, qu'il a un rapport au sionisme, etc. Enfin, voilà. Le côté... Ah oui, putain, ça pareil. C'est un truc qui rentre beaucoup dans la critique qu'on peut avoir de l'État d'Israël, c'est de dire qu'il y a eu une sorte de soft power avec l'implémentation du Krav Maga. En fait, globalement, quand vous voyez un film ou une série mentionner le Krav Maga, vous vous dites, oula, j'essaye d'être un petit peu attentif. Je me souviens notamment que c'était devant Malcolm, où je crois il y a le moment où il y a Malcolm qui est amoureux d'une meuf intello, etc. Et où ça dit, ah oui, j'ai utilisé le Krav Maga, et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un petit truc là-dedans? Mais encore une fois, c'est aussi un truc où, comme dit Mao Bichlong, il y a aussi quelque chose où, quand on est typiquement comment dire, quand on est typiquement dans le début des années 2000 aux États-Unis, t'avais tout un rapport à l'armée américaine qui était vue comme les sauveurs de l'humanité, mais parce que ils avaient subi le traumatisme qui était les attentats de 2001, et que en fait, c'est pas pour dire que c'est pas bien, que c'est ok ce qu'ils ont fait, c'est de dire je comprends qu'ils aient fait ça parce qu'ils ont subi ce gros traumatisme là, et évidemment que quand t'as subi ce traumatisme là, il y a des voix dissonantes par rapport à ça qui vont dire que le 11 septembre finalement c'est juste une répercussion de ce qu'on subit, de ce qu'on fait subir les États-Unis à d'autres peuples, etc. Mais ça, c'est des voix qui sont inentendables au moment du 11 septembre, et donc pendant plusieurs années, c'était inentendable, quoi. Après, ok d'avoir de la nuance sur le terme sionisme, mais il faut pas que ça disqualifie le débat de fond sur le sort des Palestiniens, comme le font les médias aujourd'hui. Ah oui, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, faut pas non plus se dire que en fait, le sionisme c'est un peu plus compliqué. J'ai pas envie que mon discours soit ça, quoi. Otto Preminger, il a fait un film sioniste, 1960, contexte différent. J'étais perturbé car dans le même temps, il a débridé Hollywood sur l'homosexualité et d'autres termes. J'aime bien observer un comportement contradictoire dans les engagements, comme Bergman et sa culpabilité d'Hitler, mais bien sûr. Et en soi, c'est pour ça qu'il faut pas non plus jeter tout à la poubelle et dire voilà, ce cinéaste-là est sioniste. Encore une fois, Claude Lanzmann, est-ce qu'il faut le disqualifier parce qu'il est sioniste et qu'il a fait un film sur la Shoah? Est-ce que son film sur la Shoah finalement ne sert pas les intérêts d'Israël, etc. Non, jamais de la vie, parce qu'encore une fois, Shoah, c'est un des films les plus importants de l'histoire du cinéma et de l'histoire tout court. Faut vraiment pas jeter Claude Lanzmann à la poubelle juste parce que c'était quand même un sacré sioniste, hein, on va pas se mentir, mais faut pas le jeter à la poubelle non plus. Est-ce que moi, devant spectateur, je me dis, oh, putain, il y a quand même un moment qui est à Tel Aviv, etc. Donc c'est dégueulasse et donc c'est nul. Non, je trouve ça nul juste parce que c'est nul. Ça aussi, pareil, ça me casse les couilles, c'est les gens qui disent, ce film-là, il est sioniste, donc je l'aime pas. Vous pouvez l'aimer pour plein d'autres raisons. Vous pouvez ne pas l'aimer pour plein d'autres raisons. Et évidemment, si ça rentre dans votre grille de lecture et que vous trouvez que c'est hypocrite, que c'est mauvais, etc., évidemment, vous pouvez dire que c'est nul à chier et que vas-y, poubelle, quoi. Tout comme, je veux dire, Pota, tant que t'es là, John Ford, vous pouvez regarder sur la piste des Mohawks et vous dire putain, le portrait des natifs américains c'est dégueulasse. Pour autant, est-ce que je trouve ça mauvais pour ça? Non, je trouve ça mauvais parce que je trouve que l'utilisation de la couleur est un peu anecdotique, et que je
trouve que les arcs de personnages sont pas particulièrement explorés. Et ce qui me fait chier dans le portrait des natifs américains, c'est qu'en plus les persos natifs américains n'ont aucune nuance et que vraiment, enfin tout comme beaucoup de persos de John Ford aussi, mais n'ont aucune nuance et que c'est vraiment juste des persos clichés qui ne servent quasiment à rien si ce n'est d'être la figure du mal, etc. Bref, en tout cas il y a plein de critiques à faire dessus. Et puis bon, c'est toujours pareil, quand le travail d'un artiste nous plaît, il nous fascine, on se l'approprie, la personne derrière peut être nazie, ça sera mes films. Mais oui, enfin moi, encore une fois, moi j'ai adoré La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius. Je lis ses interviews, je trouve ça gaze, je trouve ça nul ce qu'il a à dire. Pour autant, ça va pas changer mon appréciation du film. Encore une fois, il faut... Ce que je dis, c'est de pas décorréler l'œuvre de l'artiste. Faut pas séparer l'œuvre de l'artiste, justement, il faut les rapprocher. Maintenant, est-ce que ça va changer mon avis sur un film que de voir qu'un artiste est une merde, que de voir qu'un artiste est extrêmement mauvais? Non, justement parce qu'il faut reconnaître la force d'un artiste quand il fait une œuvre, et même quand il fait une œuvre qui n'est pas d'accord avec nous, quoi. Donc c'est pour ça, enfin, on parlait tout à l'heure de Polanski, J'accuse, ça reste un film qui a été apprécié par énormément de monde, et ça reste un film que plein de gens ont regardé, et où ils se sont dit, putain, c'était vachement bien, et après les gens apprennent comment dire, pour toutes les affaires autour, etc. Ou alors ils les ont appris avant et ils se disent, ok, est-ce que ça change mon avis? Pas tellement, quoi. J'ai l'avis que t'as donné sur Nadav, faut se faire un avis sur le film sans occulter que le type a un rôle dans l'industrie de propagande israélienne, consciemment ou non. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Parfois, il faut ignorer ce que l'artiste dit parce que des fois, le mec comprend même pas ce qu'il a fait. Mais évidemment. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut vraiment mettre un film. Enfin, tu mentionnes en plus Star Wars. Moi, je sais que j'ai eu une discussion récemment avec quelqu'un par rapport à Andor. Où moi, en fait, je vois Andor. J'ai pas vu la série, mais je la vois de loin. Et je me dis, putain, ça a l'air d'être un truc de turbo gaucho. Et justement, un de mes amis me dit, mais en fait. Le Real n'a pas envie que ce soit une série de gauche, il a envie que l'antifascisme, ça soit approprié par tout le monde, que ce soit de droite et de gauche. Et moi, je trouve ça débile. Je veux dire, c'est vraiment un truc, c'est presque rédhibitoire pour regarder la série. Je trouve ça débile. Maintenant, c'est un peu comme Costa Gavras qui dit mes films ne sont pas politiques. Pourquoi est-ce qu'il dit mes films ne sont pas politiques? Ça s'est un peu exploré dans le bouquin d'Edu Plenel qui s'appelle Tous les films sont politiques par rapport à Costa Gavras, tout ça. C'est qu'en fait, pourquoi il dit ça? C'est qu'il dit, en fait, moi mes films sont pas particulièrement plus politiques que d'autres et j'ai pas envie de rentrer dans la case film politique. J'ai pas envie qu'on me dise mon film est particulièrement un film politique et donc il n'est pas un autre film. En fait, c'est ça le truc, c'est que moi j'ai pas envie que les gens se disent ce film-là est sioniste donc il n'est que sioniste. Non, en fait, un film à chaque fois, il est des tonnes et des tonnes de choses, il est des tonnes de diversité dans ce qu'il essaye de faire. Les films de Chantal Akerman, est-ce que c'est des films avant tout sionistes ou est-ce que c'est des films qui peuvent être féministes, qui peuvent être introspectifs, qui peuvent être dans plein de choses, quoi. Le bouquin de Plenel qui s'appelle Tous les films sont politiques et Mélenchon ferme ta gueule, bah presque. Mais non, mais il y a des trucs dedans qui dit qu'ils sont. Je me dis putain, comment c'est fait que ça soit pas repris, hein. Mais je les avais notés un petit peu dans un coin pour la lecture du bouquin parce que je crois qu'en plus le bouquin il fait 60 pages, mais vraiment, enfin, c'est pour ça que pour moi il faut pas, enfin, en tout cas. Déjà que moi personnellement je trouve ça débile de dire un film est de gauche, un film est de droite. Je trouve ça débile parce qu'un film en fait c'est bien plus complexe que à résumer en 2 mots qui font 8 lettres en tout. Pour moi un film il est pluriel, il est très vaste. Le cinéma pour moi c'est l'avalanche d'informations, c'est que t'as à la fois de l'information visuelle, sonore, t'as beaucoup de choses qui se passent et le cœur d'un cinéaste, c'est de jouer justement sur cette complexité, soit de réduire un petit peu le champ des actions et de juste filmer un visage pendant quelques temps, ou alors dans Là-bas de Chantal Akerman. Là-bas de Chantal Akerman, les gens, ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'il y a un plan qui dure, je crois, quasiment 5 minutes, où c'est juste ça. Voilà, c'est un plan qui dure 3 minutes, les gens. 3 minutes pour un plan où il se passe rien. C'est juste elle qui filme depuis sa fenêtre. Ça dit beaucoup de choses en fait, il y a énormément de choses à analyser, mais c'est juste un plan, quoi. Et globalement, moi je vois ce genre de film là et je me dis ok, c'est quand même très complexe à regarder, même s'il n'y a pas une avalanche de plans et qu'il n'y a pas une avalanche de mesures, de démesures en fait. Donc pour moi, résumer Là-bas à dire c'est un film sioniste parce que j'ai lu vite fait des interviews dessus, etc. Ça me paraît pas la bonne manière en fait de réfléchir au cinéma de manière générale et au cinéma de Chantal Akerman, quoi. Moi, je préfère parler de biais politique plutôt que de dire que le film est de tel ou tel bord, comme si ça changeait ta lecture esthétique de l'homme. Mais bien sûr, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui me disait, même pour Jiménez est quelqu'un de droite. Est-ce qu'il fait des films de droite?
Pas forcément. Et encore une fois, je renvoie également d'ailleurs déjà parce que, encore une fois, quand on fait des œuvres, on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'on essaye de dire par l'œuvre. Déjà parce qu'on peut dire des choses sans faire exprès. Là-bas, encore une fois, est un film qui, peut-être qu'il avait une volonté sioniste, mais quand on regarde le film, j'ai pas l'impression de voir du sionisme dedans, quoi. Il est rien du tout, Jiménez, politiquement. Bah, j'ai aussi l'impression que ça. J'ai aussi l'impression qu'il est genre apolitique de droite, entre guillemets. c'est un peu ce truc-là. Tardes de Soledad et pro-corrida, let's go. Oui, voilà. Et encore une fois, Tardes de Soledad, il y a des gens qui te diront que c'est pro-corrida. Alors que, enfin, tu regardes le film, c'est impossible de penser que c'est... Enfin, pour moi, c'est impossible de penser que c'est pro-corrida. Mais, il y a des gens qui le verront et qui te diront que c'est pro-corrida. Parce que c'est stylé. Et t'as des nazis qui seraient appropriés American History X. T'as des mascus qui seraient appropriés American Psycho, qui seraient appropriés Fight Club. Donc voilà quoi. Justement, le film Tardes de Soledad est neutre. C'est aussi une interprétation qu'on peut se faire. Mais pour moi, enfin... Et encore une fois, peut-être que moi, j'avais des étoiles dans les yeux quand je voyais, etc. Mais je regarde le film et je me dis, bah... J'ai l'impression qu'en fait, chacun y trouvera son compte, mais que quand même il y a une critique de par certains changements de plan, de par le fait que ça soit cette construction cyclique où en fait tu auras la gloire vraiment de la personne, et après où il retourne dans sa voiture et où tout est calme, où il se passe rien. Enfin vraiment quoi. Il y a aussi le fait que quand on crée une œuvre d'art, on maîtrise jamais totalement ce qu'on crée, il y a des choses contradictoires qui se produisent parfois, mais bien sûr, c'est pour ça que pour moi Chantal Akerman, moi je vois là-bas, et je me dis mais enfin, et en plus... J'ai pas envie de faire du validisme dessus, mais quand on sait que Chantal Akerman avait des troubles bipolaires sur la fin de sa vie, je me dis, est-ce qu'elle était tant en maîtrise que ça de tout ce qu'elle produisait et déjà, parce que est-ce que t'es tant en maîtrise de ça, de ce que tu produis quand tu produis dans une industrie où t'as des gens qui doivent te produire et t'as des gens qui doivent produire ton film, ou t'as des collaborateurs réguliers, ou est-ce que t'es tant d'accord avec toi, t'es tant d'accord que ça avec ce que t'as fait il y a 6 mois, avec ce que tu pensais il y a 6 mois. L'être humain est constamment en évolution. Enfin voilà quoi. Les films de Dumont, ça devient de plus en plus dur d'y trouver autre chose que des trucs réactionnaires chelous, mais même dans sa forme quand on voit l'Empire par ailleurs. Mais oui. Pourtant, Dumont, il y a des interviews de lui, notamment il y a un making-of de lui, où il dit j'aime pas le son, j'aime pas le son qui est propre parce que ça fait fasciste. Et tu vois ça et tu dis ouais, mais tu fais des films un peu de droite bizarre. Vraiment quoi. Et voilà, et Clint Eastwood par exemple, c'est un type qui est républicain. Alors, républicain anti-Trump, c'est une catégorie très spécifique. Donc c'est les républicains qui sont pas fous, globalement. Et t'as cette personne-là qui est anti-armes. Pourtant, bah, tu vois les films de Clint Eastwood, tu te dis mais comment c'est possible d'être anti-armes et d'être, enfin pas d'être anti-armes mais d'être pour un contrôle plus sévère des armes, des armes à feu, etc. Voilà, il est patriote US Reagan, et il a critiqué Obama, il a critiqué machin. Maintenant, aujourd'hui, tu regardes ces films, tu regardes Juré numéro 2, je vois pas comment tu peux penser que c'est vraiment hardcore de droite, quoi. Je dirais pas que c'est un film de gauche pour autant, encore une fois, je trouve ça un peu chiant. Enfin, j'aime bien la personne qui disait ça penche à droite ou à gauche, et je vois le truc. Maintenant, je vois ce film-là et je vois que c'est très complexe, et encore une fois, enfin... Bergman par exemple, oui il y avait une fascination pour Hitler, le fait qu'il ait pleuré à la mort d'Hitler, etc. Bref, mais à côté tu regardes ces films et je vois pas tellement le fascisme dedans quoi. Après il y a aussi un biais de peut-être que je vois pas le fascisme parce que j'aime bien ce réal. C'est possible aussi. Mais je vois le 7ème saut, je vois un film sur la fin d'un grand homme et je me dis ok, en fait on est peu de choses face à la mort, etc. quoi. Et très à droite, mais tu fais pas des films comme tu fais de la politique. Ouais, il y a aussi de ça. Il y a aussi de ça. C'est-à-dire que, quand tu fais des films, c'est pas de la politique, quoi. J'ai peur pour les banlieues et Bergman peur pour Hitler. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais donc, moi, c'est sûr que, je tombe sur cette interview-là de là-bas, où elle mentionne notamment son rapport à Tel Aviv, etc. Dans là-bas, vous vous retrouvez dans un petit appartement de Tel Aviv. La caméra filme à travers les stores d'une fenêtre. On vous sent à la fois complètement exclu de cette ville, de ce pays, de cette histoire, et complètement ouverte à eux. Pourquoi être allé là-bas et avoir décidé de tourner là-bas? Très bonne formule de la part de la personne qui a fait l'entretien. Je n'ai pas décidé, c'est une histoire assez bizarre. Mon producteur de documentaire, Xavier Carnio, me dit il y a un peu plus d'1 an, tu ne ferais pas un film sur Israël? D'abord, je lui dis non. Moi, Chantal Akerman, faire un film sur Israël, non, ça ne va pas. Le jour où je voudrais faire un film sur mon rapport à Israël, j'irai en Afghanistan ou ailleurs, mais pas en Israël. Trop proche, trop loin, trop barré des discours convenus, trop bête ou trop savant. Cela étant, je devais quand même...
pardon. Je devais quand même aller à Tel Aviv pour montrer mes films. Quand je suis parti, il m'a dit essaye quand même d'écrire quelque chose. J'avais loué un appartement, j'ai commencé à écrire tout ce qui me passait par la tête. Et puis soudain, j'ai trouvé un plan, j'ai posé ma caméra et voilà, ça a commencé comme ça. Je suis revenu avec une dizaine d'heures de rush. Je ne savais pas s'il allait y avoir un film au bout. Mais j'ai appelé ma monteuse, Claire Atherton, et je lui ai dit voyons, ça s'est monté comme ça s'est tourné. C'était étrange, ça fait un film si facile à monter. Donc c'est vraiment juste une sorte de vlog. Finalement, ce là-bas de Chantal Akerman, c'est un vlog finalement. Et je sais qu'elle en reparle après sur son rapport avec Israël particulièrement. Pourriez-vous revenir sur vos réticences à filmer en Israël, surtout qu'avec Histoire d'Amérique, dont je parlais précédemment, notamment, vous aviez abordé des histoires d'exilés juifs en Amérique, mais là-bas c'est très différent. Il semble donc que qu'il y ait chez vous un grand écart entre la question des Juifs et la question d'Israël, à la différence par exemple du parti pris de Claude Lanzmann, chez qui, de Shoah à Tzahal, de pourquoi Israël a Sobibor, on voit au contraire les histoires s'entretisser. C'est là aussi où, effectivement, il faut faire attention quand on regarde du Claude Lanzmann. Après, il y a aussi ce que le film dit et ce que le film fait. Je me suis pris un petit backlash pour dire qu'il y avait du fascisme dans les films de Chazelle, car les gens racontent que ce que le film regarde que ce que le film raconte et pas comment il met en scène les choses, sur quoi il met l'emphase. Bien sûr. Le vlog de vacances où elle va au Airbnb de Squeezie en plein cœur de Tel Aviv, mais oui. Alors pareil, Squeezie qui se prend un truc en mode sionisme pour la blague, et alors évidemment ça reste une blague, je m'en fous, mais tant sioniste que ça quand tu vois que le commentateur du GP Explorer aux US c'est Hassan Abi, je sais pas trop quoi. Mais bon, après je vais pas non plus défendre Squeezie évidemment. N'exagérons pas non plus l'écart. Ce qui m'a frappé par exemple dans le livre d'Amos Oz, Une histoire d'amour et de ténèbres, c'est que beaucoup de juifs qui s'y sont installés, pour beaucoup des juifs qui s'y sont installés, Israël n'a pas été la terre promise, ou le pays natal où l'on pouvait enfin être chez nous, mais une nouvelle terre d'exil. Est-ce que cette parole-là, c'est une parole de quelqu'un de sioniste? Est-ce que cette parole-là, c'est une parole de quelqu'un qui serait vraiment turbo-sioniste? Pas tout à fait l'impression non plus. Et pourtant, à ma connaissance, n'a jamais dit, et personne à ma connaissance n'a jamais dit ça aussi fortement. Pourtant, cela me semble une vérité incontestable et en un sens très naturel. Les juifs d'Europe aimaient l'Europe, ils se sont sentis européens avant tout le monde. Même les juifs polonais, malgré l'antisémitisme, la peur, la répression, aimaient la Pologne et l'Europe. Amos Oz, je sais pas qui c'est Amos Oz d'ailleurs, a vraiment raison de ce point de vue. Les Ashkénazes étaient les vrais Européens, les premiers en tout cas. Ils aimaient cette foutue Europe avant qu'on ne les mette dehors. Et c'est même très clair encore en Israël, les francophones se voient entre eux, les roumains se voient entre eux, même si ça se mélange un peu. Et il me semble que c'est encore bien plus fort qu'en Amérique, qui, peut-être, s'est avérée pour beaucoup bien plus unificatrice, bien plus nourricière de rêves communs qu'Israël. En tout cas, il est sans doute là mon point d'accroche fondamental dans les rêves des juifs de la vieille Europe. Or, quand je pense à mon grand-père par exemple, qui était pourtant tout religieux, sioniste, socialiste, je ne pense pas à Israël. Ou plutôt, Israël ne peut pas être la solution. La mère d'Amos Oz s'est suicidée comme ma tante, et c'est comme ça que je commence mon film. Cela veut dire qu'il n'y a peut-être pas de solution. Est-ce que là, on est face à quelque chose de vraiment sioniste, quoi? Il n'y a pas de là-bas, pas de paradis, pas d'ailleurs. C'est aussi pourquoi je filme à un moment des gens qui regardent la mer encore là-bas. Ce n'est à jamais qu'un rêve, ce là-bas. Tout ça parce qu'Ève a croqué dans la pomme. Enfin, c'est ce qu'on raconte. Bon, là, elle divague un peu sur d'autres choses. Mais encore une fois, moi, je lis ce bout d'interview. Je me dis, est-ce que c'est quelqu'un de sioniste, quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui serait vraiment turbo-sioniste, qui aurait vraiment ces affects-là? Et encore une fois, j'aurais aucun problème à affirmer que Chantal Akerman serait sioniste. Voilà. Mais là, je lis tout ça, pas cette impression-là, quoi, encore une fois. Donc bon, de ce point de vue, est-ce que vous vous définissez davantage comme juif de la deuxième génération après la Shoah que par rapport à Israël? Oui, mais attendez, j'aime aussi Israël. Ah, quand même. Et je trouve que c'est une bonne chose que ça ait lieu, même si je ne suis pas très optimiste. Et j'aime ce côté oriental, cette liberté, cette chaleur, ces maisons avec des chats, en tout cas Tel Aviv. Parce que Jérusalem c'est beau, mais il y a trop de religieux. Quant à Beersheva, atroce, le problème ce sont les discours. Avec Israël, on peut dire tout et son contraire, et je ne voulais surtout pas tomber là-dedans. C'est pourquoi j'ai seulement voulu faire un film sur quelqu'un de la diaspora qui se rend là-bas, sur les tensions que ça produit en lui quand il se rend là-bas, et aussi sur les bonheurs que ça peut lui procurer. Mais mine de rien, surtout pas faire un film sur Israël. Rester au niveau du quotidien. Pour moi, le véritable héroïsme est là, au quotidien. Parvenir à vivre au quotidien
sortir, aller acheter le pain, prendre le bus, il est là l'héroïsme. Surtout pour moi à l'époque où la vie était si dure pour faire quoi que ce soit. Alors là-bas, quand je filme ce voisin d'en face qui vient tous les jours arroser ses plantes sur son balcon, qui s'occupe de sa femme, je me dis que c'est sans doute un pionnier d'Israël à la retraite qui a connu 1000 choses et qui maintenant trouve encore la force de vivre au quotidien. Et pour moi, c'est une joie. Donc voilà, il y a quand même un truc de les gens retiennent du j'aime aussi Israël, etc. en mode ah c'est joli. Maintenant, est-ce que j'aime aussi Israël quand ça tue des gens? Vraiment, c'est ça le truc aussi, quoi. Sionisme charnel, bah oui, il y a un peu de ça. Donc bon, c'est pour ça que, encore une fois, les gens, je pense, retiennent du j'aime aussi Israël. Oui, voilà, ça fait très sionisme de gauche, c'est-à-dire quand même Israël c'est sympa. Et la vérité, oui, la plupart des gens pensent que Israël c'est sympa, la plupart des gens pensent que Israël c'est cool. Moi je connais des gens dans ma famille en tant que juifs qui trouvent que Israël c'est sympa. Maintenant, tu les mets face aux horreurs, ils disent ah bah non. Et voilà, mais il y en a qui sont hardcore et qui disent oui, mais c'est un tamal nécessaire, etc. Donc c'est pour ça, oui, ça fait très sionisme de gauche de j'aime Israël parce que bah, c'est sympa d'y vivre là-bas. Et en même temps, tout est fait pour être sympa d'y vivre là-bas quand on est juif, évidemment. Évidemment. Donc bon, c'est pour ça que, encore une fois, si les gens retiennent juste j'aime aussi Israël, après tout ce discours du je me sens pas chez moi en Israël, je me sens pas à ma place, etc., qu'on retrouve dans le film, je sais pas si c'est la seule chose à retenir en fait de tout ça, quoi. Donc bon, c'est pour ça, enfin... Pour moi, effectivement, je vais pas non plus dire que que c'est le film le plus antisioniste du monde. Je vais pas non plus dire que c'est le film le plus sioniste du monde. Encore une fois, il y a une réalité qui est bien plus prononcée dans là-bas et dans le cinéma de Chantal Akerman et dans même la vie de Chantal Akerman. C'est que c'est pas le seul filtre par lequel analyser Chantal Akerman, quoi. Sioniste de gauche ou de droite, le statu quo colonial reste. Bah bien sûr, et c'est un peu ça le problème, quoi, Yazid. Donc c'est pour ça que moi je vois un peu tout le cinéma de Chantal Akerman, j'ai pas l'impression, encore une fois, de voir un cinéma sioniste à mort, et j'ai pas l'impression qu'il y ait une nécessité vraiment de... Encore une fois, qu'il y ait une nécessité de cancel Chantal Akerman, entre guillemets, ou de ne pas soutenir Chantal Akerman, qu'il y ait un truc de dire, bah arrêtez de soutenir Capricci vu ce qui vient de sortir autour des fondateurs, etc. Je comprendrais, ça c'est un truc où je comprends, mais de dire, faut pas soutenir Chantal Akerman parce que c'est une sioniste, que va faire Chantal Akerman de cet argent? Elle est morte depuis 10 ans. C'est vraiment quelque chose où, encore une fois, elle ne peut plus... Comment dire? Elle ne peut plus vraiment agir en tant que sioniste maintenant que son œuvre est terminée, quoi. Et, je veux dire, à la limite que les gens disent... c'est quoi le truc avec Capricci? Il y a eu tout un article dans Les Jours, si je me trompe pas. Les Jours Capricci. Sur les fondateurs, il me semble, de Capricci qui dénonçaient... toutes leurs méthodes, il y avait eu affaire de VSS, etc. Il y a eu plusieurs épisodes, il me semble vraiment, de toute cette affaire-là. Je vous le mets un peu dans le chat. Il y a eu, voilà, pour l'instant, il y a 3 épisodes. Je crois que c'est toute une enquête. Mais c'est vraiment un truc qui est pas joli à voir, hein, clairement, qui est pas très très joli à voir, quoi. Mais en tout cas, moi, qu'il y ait typiquement des gens qui disent achetez pas de produits Harry Potter parce que ça bénéficie à J.K. Rowling qui agit en matière en matière de militantisme TERF. C'est un truc que je le comprends et non seulement je suis d'accord, mais en plus bah j'en ai rien à foutre d'Harry Potter, donc je vais pas m'arrêter. Maintenant, si quelqu'un demain m'offre une Funko Pop une Funko Pop Harry Potter, comme là c'est le cas, parce qu'encore une fois c'est pas quelqu'un qui a acheté un coffret, c'est quelqu'un qui s'est fait offrir un coffret et qui est content de s'être fait offrir un coffret. Donc voilà. Si quelqu'un demain m'offre une Funko Pop Harry Potter en me disant ah ça va lui plaire le petit geek, je vais pas lui faire un pitch de dire alors tu le savais que J.K. Rowling utilise ses fonds d'investissement pour financer des associations TERF, etc. Non, je vais juste dire ah sympa et puis voilà. C'est juste ça, je vais pas l'afficher, mais je vais juste dire ah sympa et puis voilà. Et je sais que J.K. Rowling demain elle gagne des millions, alors elle gagne des millions, peu importe, j'ai envie de dire tout ce qui se passe dans sa vie, mais que effectivement il faut pas acheter des trucs en ce moment, que j'ai pas envie d'acheter déjà j'ai pas envie d'acheter Hogwarts Legacy parce que ça a l'air d'être un 6 sur 10 en puissance, mais voilà quoi. Tellement envie de le faire et de voir la réaction du gars. Mais oui, ça pourrait être vraiment chouette aussi. Mais bon, n'achetez pas de Funko Pop Harry Potter évidemment les gens. Mais c'est pour ça, enfin, moi je vois pas quel est le pouvoir actuellement de Chantal Akerman en tant que sioniste, parce que je pense pas que là-bas soit un film revendiqué par Israël comme étant un grand film sur le sionisme.
Et encore une fois, est-ce qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain? Est-ce qu'il faut le jeter pour un film qui serait, selon certains, fondamentalement sioniste? Est-ce qu'il faut vraiment jeter toute la filmographie de Chantal Akerman et tous les films qu'elle a pu faire? Parce que là, le coffret, il y a genre peut-être une quinzaine de films. Est-ce qu'il faut tout jeter pour un film qui s'appelle Là-bas, qui est juste là, quoi? Moi, ça me paraît une réaction un peu disproportionnée, quoi. Il y a énormément de gens qui affichent leur action de boycott juste pour s'autosucer sans aucune réflexion derrière. Ouais, bah, c'est un peu le souci aussi, moi je suis d'accord, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de performativité, je sais pas, moi j'ai rien contre la personne qui a fait ce tweet-là, enfin, je m'en fous, je trouve que c'est un sujet qui est pertinent pour parler justement de cette condition de boycott, etc. Maintenant, j'ai quand même cette impression aussi que il y a aussi beaucoup de gens qui affichent leur boycott pour des actions qui En fait, moi typiquement par exemple, j'ai pas regardé les JO, j'ai pas regardé les JO parce que bah, j'en ai rien à foutre des JO. Pour autant, j'ai pas boycotté les JO, parce que de base, j'en aurais rien eu à foutre, j'aurais pas regardé, j'ai rien regardé. J'ai regardé, je crois, vite fait le 100 mètres, en mode, ah, c'est vrai, il court vite. Voilà. Sinon, j'en ai rien à foutre des JO, et je suis allé à une compétition, mais parce que j'avais des places offertes par un truc, et c'est tout. Et j'ai regardé, j'ai fait, ouais, ok, c'est sympa, et puis voilà. Et sinon, j'ai pas boycotté les JO, juste, j'en ai rien à foutre. Là, récemment, j'ai arrêté, le Coca il y a quelques années. Du coup, il y a BDS qui a ajouté boycott du Coca. Je boycotte pas le Coca parce que bah, je l'ai arrêté avant. Enfin voilà, je boycotte chaque année Drag Race, rien à foutre. Bah, ça, c'est juste de la misogynie mais et de l'homophobie. Mais, mais en tout cas, voilà, je pense que si vous n'êtes pas très attaché au cinéma de Chantal Akerman, vous n'êtes pas dans une démarche de boycott que de ne pas acheter du cinéma de Chantal Akerman. Et c'est ok. C'est ok. Et c'est ok de ne pas regarder. Voilà, personnellement, je boycotte Ferrari et je boycotte Porsche. Et pendant un temps, je boycottais Mac parce que je boycottais Apple parce que bah j'étais trop pauvre. Donc voilà, la référence c'est BDS pour moi. Ils osent leur stratégie. Si Chantal est pas dedans, Osef, bah oui. Bah oui, au moins ils ont une stratégie, au moins ils ont un truc qui est carré. Et encore une fois, moi je parlais de BDS tout à l'heure. Moi je vois pas Chantal Akerman là-dedans. Enfin vraiment, boycott cinéma. Tiens, regardons les listes. Est-ce qu'il y a une liste spéciale boycott cinéma? Bon, il y a le festival de cinéma israélien de Paris. Logiquement, je pense que si on, si on est un petit peu informé, on sait qu'il faut boycotter ça. Si on voit les actes autour, par exemple, de Weed Nadav Lapid et des actes d'appel à boycott autour de Weed Nadav Lapid, évidemment que si on est informé autour de ça, on va pas regarder Weed Nadav Lapid. C'est des trucs un peu spéciaux où je crois qu'il y a eu un acte de boycott autour de la fête de l'humanité, de dire ne mettez pas ça dans le cycle palestinien et ne diffusez pas ça tout court. Mais en même temps, il y a des gens à côté qui ont dit évitez quand même d'aller voir le film aussi. Enfin voilà. Maintenant, il y a quand même ce truc où effectivement il y a des actes de boycott et typiquement voilà un éclairage BDS sur Nadav Lapid. Tiens, on se renseigne, renseignons-nous tous ensemble. Tout d'abord, il faut rappeler que le boycott culturel initié et demandé par la société civile palestinienne ne consiste pas en une censure basée sur le contenu des œuvres et s'intéresse aux moyens de production et de diffusion de ces œuvres. Ces lignes directrices sont claires sur ce point. Certes, le PACB, du coup, le PACB, donc c'est toute la campagne qui est fait, c'est une sorte de pacte entre guillemets qui est dit pour boycotter toutes les œuvres dont le financement est issu du fonds de financement israélien. En tant que capitaliste, je boycotte être riche perso, c'est pas une compète, putain. En fait, jamais on va te dépasser, quoi. Ne reproche pas aux cinéastes israéliens et donc pas à Nadav Lapid de financer leurs films avec des fonds israéliens. Cependant, ce cinéma s'affirme en exil politique et ses œuvres sont très largement financées par des fonds occidentaux. Sa volonté de recevoir des financements israéliens n'entre-t-elle pas alors en contradiction avec sa posture politique? Et ça, encore une fois, moi c'est un truc que je suis pas tout à fait d'accord. Il y a des films qui peuvent critiquer les milliardaires qui sont financés par Canal+. Il y a des films... Enfin, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ces démarches-là. Mais bon, j'écoute BDS. Ils ont une stratégie, je les écoute. Voilà, je vais pas non plus... tortiller du cul pour chier droit par rapport à ça. Notons que la plupart des fonds européens n'accordent de financement aux cinéastes israéliens que s'il y a un financement israélien dans le budget du film. Ce qui ne fait que révéler, s'il en était besoin, les liens de production européens avec Israël. En un moment où l'on attendrait une véritable révolution copernicienne dans les relations avec cet État, de nombreux artistes dans le monde ont d'ailleurs commencé à exiger une rupture de ces liens. Ça participe d'un bel continuum de production, je comprends évidemment. Mais c'est Black Mirror financé par Endemol.
qui financent même de la télé-réalité un petit peu pourrie que critique justement Black Mirror. C'est un petit peu ça, quoi. Nadav Lapid devrait assumer jusqu'au bout sa posture d'exilé et ne pas demander d'argent à un pays où il ne vit plus depuis quelques années. Plus grave, et entrant clairement dans le cadre du boycott, son film était candidat aux Ophir du cinéma israélien, ce qui est l'équivalent des Césars, dont le lauréat représente automatiquement Israël aux Oscars. De même, il a été présenté dans le cadre du festival du film israélien à Paris comme film israélien, et dans ces deux cas, il représente officiellement l'État israélien. En d'autres termes, Nadav Lapid ne renonce pas aux avantages financiers et promotionnels offerts par les institutions génocidaires israéliennes qui récupèrent en contrepartie l'image d'une société diverse, critique et démocratique. Et ça, à la limite, moi je peux comprendre. Ça, à la limite, moi c'est des cas où je peux effectivement comprendre pourquoi les gens appellent justement à un boycott de We Nadav Lapid. C'est de dire que, effectivement, c'est un film qui, malgré le fait que ça soit anti-israélien entre guillemets, bah en fait ça reste quand même un film montré par Israël comme étant, regardez, on accepte même les critiques. Enfin voilà, c'est ce que dit Yazid dans le chat. C'est la stratégie d'Israël, financer des films, même ceux qui critiquent le pays, afin de se légitimer comme démocratie. Mais oui, voilà. Enfin, et c'est comme, nous on a des films qui critiquent la police, notamment, et qui sont récompensés au César, etc. Évidemment. Rappelons le sondage israélien, 73% des Israéliens juifs considèrent que Gaza devrait être vidé de tous ses habitants, 3% s'y opposent, c'est tout dire sur cette imposture aux allures de moralité. Nadav Lapid dit lui-même qu'il ne s'intéresse qu'à sa propre société, ce qui pourrait être légitime en soi, mais au regard de ce que sa société est en train de faire, ne devrait-il pas s'intéresser à tous les Palestiniens réduits au silence dans tous les médias européens et français et leur faire de la place? Ça, moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord parce que justement on a besoin d'un point de vue je dis pas qu'on a besoin d'un point de vue. C'est qu'en fait, il y a un peu, pardon, je suis un peu enrhumé les gens. Il y a un peu un côté où moi ça m'intéresse en fait de voir le point de vue d'un monstre, de voir le point de vue de quelqu'un qui dit oui, peu importe tout ce qui se passe dans sa vie et il y a toute une scène d'ailleurs dans Oui de Nadav Lapid où il y a le personnage principal donc de Y qui regarde Yudé, qui regarde les news et qui voit bombardement en Palestine, bombardement à Gaza, 90 morts, quelque chose du genre. Et juste après une news, Tsahal dit ne pas avoir visé ce bâtiment-là. Et donc le personnage qui dit je crois Tsahal. Et donc ça, pour moi, c'est important en fait d'avoir des points de vue différents, d'avoir des points de vue. En fait, pour moi, il faut pas dire un film devrait être ci, un film devrait faire ça. Parce que justement, ce qui m'intéresse, c'est de voir plein de points de vue, c'est de voir plein de manières de représenter les choses. Je sais qu'il y a eu tout un débat récemment. Et ça, pour le coup, je suis très peu quand même dans tout ça. Enfin, je suis très peu concerné par tout ça, tout simplement. Mais tout un débat autour de Muganga. Et de dire, enfin, il y avait notamment une vidéo d'une TikTokeuse, si je ne me trompe pas, qui parlait de Muganga et qui disait j'ai quitté la salle au bout de 20 minutes. Parce que pour moi, c'était insupportable de voir quelque chose d'aussi cru, quelque chose d'aussi... Muganga, c'est un film sur un médecin si je ne me trompe pas, attention, est-ce que je peux être raciste, en Côte d'Ivoire, qui a soigné et qui a aidé un maximum de femmes qui ont été violées malheureusement. Donc en gros, le truc c'est que effectivement c'est un film qui est très cru dans tout ce qu'il fait. En Congo, pardon, je suis raciste. Au Congo, je suis désolé. En plus j'ai hésité, je suis au premier degré, j'ai hésité. Mais en tout cas ça s'intéresse du coup à cette personne-là. Et moi, j'ai pas vu le film, mais j'ai l'impression qu'effectivement, il a l'air assez cru dans ses représentations, dans tout ce qui se passe, évidemment. Et il y a quelqu'un qui, du coup, est sorti de la salle au bout de 20 minutes pour dire « j'en pouvais plus, c'était trop pour moi ». Et moi, en soi, je comprends, évidemment. Je comprends, évidemment, de sortir de la salle face à un film qui rappelle des habitudes, qui rappelle vraiment... D'habitude, il dit juste Afrique, c'est vrai. Attention, c'est pas si loin que ça, quand même. Pardon. En vrai, je suis désolé d'avoir confondu. Mais en plus, j'avais vu la montre. Bref. Mais en tout cas, je vois effectivement ce genre de TikTok là et je me dis, bah oui, c'est tout à fait légitime de voir un film qui rappelle des traumatismes et vouloir sortir de la salle, évidemment. C'est pendant le conflit au Kivu, région du Congo, où il y a une guerre par rapport aux matières premières qui servent à fabriquer nos téléphones. Bah, merci de la précision, Cyril. Mais du coup, je me dis, effectivement, c'est tout à fait légitime de sortir de la salle. Le problème, c'est un peu plus la suite du TikTok qui dit, pour moi, il faudrait pas représenter les viols, les violences faites aux femmes de cette manière-là. Oh, putain, t'es assassin. Hein. Mais qui dit, il faudrait pas représenter les viols de cette manière-là.
Et moi, ça, je suis un peu moins d'accord. Maintenant que quelqu'un ne supporte pas le contenu d'un film, effectivement, comme dit Virdgash, j'arrive mieux à prononcer Virdgash que de dire le Congo pour ce film-là. Quand même, on se rend compte de la chose. Mais ça s'entend qu'un spectateur ne supporte pas un contenu, mais c'est pas la même chose d'exiger que ça ne devrait pas exister. Tout à fait. Et moi, je comprends que des gens soient devant Oui Nadav Lapid et trouvent ça ignoble de représenter un film qui parle du coup de ce conflit-là, qui parle du 7 octobre, qui parle du post-7 octobre, de cette manière-là. Et je comprends effectivement qu'il y ait des gens qui disent bah, je trouve ça ignoble de le montrer comme ça. Maintenant, de venir parler du réalisateur et de dire t'aurais pas dû le faire comme ça, moi je suis pas d'accord avec ça. Maintenant, je comprends évidemment, mais pour moi je suis pas d'accord. De fait, il n'accorde aucune place ni dans son film, ni dans son discours, ni sur les plateaux audiovisuels aux victimes de sa société. Alors pour le coup, dans les plateaux, j'ai l'impression quand même qu'il parle de l'horreur justement de ce qui se passe en Palestine, du peu qu'on a vu, on a vu un petit peu ses interviews, j'ai l'impression qu'il en parle quand même. Le miroir qu'il veut tendre à sa société, dit-il, afin qu'elle s'y regarde, n'est qu'un leurre narcissique où si on n'y trouve ni palestinien, ni occupation, ni colonisation. Ça je comprends à la limite, bien sûr. C'est quoi ton avis de dire si on boycotte la Russie, on doit aussi boycotter Israël? Oui. Bah oui, enfin c'est toute l'hypocrisie de l'Eurovision de manière générale, qui a été de boycotter la Russie, mais de pas boycotter Israël. Ça je suis d'accord. Et d'ailleurs, il y avait un passage à Backseat où ça disait, après la guerre en Ukraine, après le début de la guerre en Ukraine, on a commencé à boycotter RT France. Et pourquoi est-ce qu'on boycotte pas, pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas de diffusion I24 I24 News, qui est pour le coup une télé israélienne qui passe en France, etc. Et là, t'avais, je me souviens, voilà, c'était Usul qui parlait de ça. Je crois que c'était la meuf de Place Publique, si je me trompe pas, parce qu'il y a deux personnes à Place Publique, donc c'est pas très dur, c'est pas très dur de trouver qui c'était. C'était Aurore Le Lac, quelque chose du genre, je sais plus son nom, mais qui se retrouvait vraiment en face de Aurore Lacuc. Elle s'appelle vraiment Aurore Lacuc. J'ai pas envie de mal prononcer son nom, ça se trouve c'est Aurore Lassu, enfin voilà. Mais là du coup c'était un peu... Aurore Laluc, voilà, Aurore Laluc. Putain mais Mao Bichelon qui, tu vois, il me reproche de dire Côte d'Ivoire le Congo, mais il dit Aurore Lacuc. Pardon, ça n'a rien à voir, voilà. Mais du coup moi effectivement je vois... Je vois cette réponse-là où elle tâtonnait un petit peu, elle disait ah mais en fait c'est pas la même chose parce que enfin voilà oui c'est dégueulasse si t'es dans une démarche de boycott de la Russie parce que part en guerre contre l'Ukraine etc et que c'est horrible pour le peuple ukrainien et je suis d'accord avec ça, pourquoi est-ce que tu fais pas la même chose par rapport à Israël et la Palestine? C'est un peu et c'est voilà toute la démarche de l'Eurovision qui est par là-dedans quoi, donc bon. Euh... Lorsque Nadav Lapid entend dire que les cinéastes palestiniens du Festival du cinéma palestinien ont retiré leurs œuvres de la fête de l'humanité en raison de la programmation de son propre film par la fête, ne devrait-il pas retirer son film et laisser la place aux sans-voix? Ça, je suis d'accord évidemment. Je suis d'accord aussi. Insupportable encore, le pont d'or que font les médias français au cinéaste et à son film. Complaisant et empressé, presque soulagé, on a enfin trouvé un bon Israélien pour sauver le soldat Ryan, tout en éliminant soigneusement et systématiquement des ondes les nombreux Israéliens réellement en opposition et en lutte, et surtout tous les Palestiniens privés d'exposition sur leur sort. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Par contre, oui, non, mais ça, je suis tout à fait d'accord, Vivien. Et d'ailleurs, ça vient avec ce que dit justement BDS ici, c'est de dire qu'effectivement, il y a des Israéliens qui sont vraiment en opposition, qui peuvent vraiment se faire enfermer, etc. Et d'ailleurs, c'est tout une hypocrisie. Je sais que j'en avais parlé avec Yazid et avec d'autres militants pro-palestiniens qui s'y connaissent un peu en cinéma, c'est de dire pourquoi est-ce qu'il y a une place qui est faite au cinéma iranien qui est en opposition au régime, toujours au Festival de Cannes, dans les festivals, etc. Jafar Panahi, Palme d'Or, tout ça. Et en même temps, les films palestiniens qui parlent de la Palestine, eux, ils sont relégués un petit peu à part. Pourquoi est-ce que Put Your Soul on Your Hand and Walk était à la compétition acide du Festival de Cannes et pas parce que la compétition acide, on va être honnête, la programmation acide c'est plutôt c'est un peu la cinquième roue du carrosse du Festival de Cannes. Et pourquoi est-ce que le film de Jafar Panahi, lui par contre il est en compétition officielle? Alors il y a plein d'autres arguments hein, bien sûr, de dire bah oui effectivement Jafar Panahi est un peu plus confirmé que la réalisatrice de Put Your Soul in Your Hand and Walk dont j'ai oublié le nom. Pourquoi aucune invitation d'Eyal Sivan par exemple? Bah bien sûr. Bah c'est... je sais pas qui c'est mais bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Enfin pourquoi il n'y a pas ce genre de voilà, enfin il me semble que c'est du coup oui c'est ça, c'est bien celui auquel je pensais. Mais voilà quoi. Enfin, c'est quand même quelque chose où, effectivement, moi, je vois pas pourquoi... Enfin, je vois un deux poids, deux mesures, quoi.
Je vois 2 poids 2 mesures. Seoren, c'est des BHL. Non, pas nécessairement, hein, les gens, hein, pas nécessairement. Hein. Donc bon, en ce sens, Nadav Lapid, prétendument cinéaste avant-gardiste, est fondamentalement conformiste. Il répond et se conforme à une demande occidentale profonde de normalisation d'Israël en temps de génocide. Et c'est un peu le problème. Encore une fois, moi je suis pas tout à fait d'accord avec certains des arguments de BDS, mais il y en a d'autres, je suis tout à fait d'accord avec eux. Et j'entends évidemment cet acte de boycott là. C'est pour ça que pour moi, rentrer dans un acte de boycott, parce que c'est du boycott du coup de ne pas acheter Chantal Akerman, mais quand même de pouvoir regarder, etc. Rentrer dans un acte de boycott autour de Nadav Lapid, je comprends. Maintenant, rentrer dans un acte de boycott autour de Chantal Akerman, est-ce que justement les arguments que je trouvais forts dans cette critique là, de dire bah c'est quand même soutenu par Israël pour montrer une belle image d'Israël, est-ce que c'est le cas pour là-bas de Chantal Akerman? J'ai pas l'impression. Le fait que ça puisse avoir une visée plus internationale, etc., en étant représentant aux Oscars, tout ça, j'ai pas l'impression non plus. Parce que bah, Chantal Akerman est mort depuis 10 ans. Le fait que ça réduise la place des cinémas palestiniens dans des festivals, dans des cérémonies, bah, j'ai pas l'impression non plus, parce que là-bas, j'ai vraiment galéré pour trouver un fichier. Enfin voilà quoi. Donc c'est pour ça que moi, effectivement, je vois pas s'il faut vraiment... Enfin, je vois pas les raisons du boycott, finalement, de ça, quoi. C'est faux pour Nadav Lapid, revoyez son passage assez ce soir. Non mais évidemment, mais après, qu'il y ait des raisons sur le côté de dire, bah ça enlève enfin, c'est pas de ça enlève la lumière du cinéma palestinien, c'est de dire, bah en soi, comment dire, ça reçoit de l'argent ça reçoit de l'argent d'Israël, etc. Pourquoi pas? J'entends le truc, à la limite. Les films palestiniens ont le droit aussi de proposer des choses autres que des docus, comme Once Upon a Time in Gaza, qui était vraiment... Moi j'ai adoré, hein. Moi j'ai trouvé ça super bien. Le film n'est pas parfait, mais j'ai trouvé ça vraiment super bien, quoi. Dans les actes de boycott, il faut distinguer à la fois ce qui est biaisé ou basé, ce qui est efficient ou non. Bah oui, et c'est pour ça que moi, enfin, que globalement BDS disent, bah oui, de Nadav Lapid, effectivement, il faut éviter, et qu'il y ait effectivement cet éclairage-là, je trouve ça très bien. Encore une fois, je suis pas d'accord avec tout, mais je trouve ça très bien aussi, quoi. Je trouve ça très bien qu'il y ait cette démarche-là. Et pour revenir à Chantal Akerman, je sais pas si c'est le truc le plus basé que de faire cette tentative-là de boycott autour de son cinéma et de dire que c'est du cinéma sioniste, et donc il faut pas acheter, et donc aucun problème pour apprécier ses films, mais il faut pas acheter, etc. Ça me paraît réducteur autour de son cinéma, quoi. Ça me paraît réducteur que de la résumer qu'à son sionisme, déjà, et surtout, est-ce que c'est un acte tant que ça pertinent dans notre époque-là? J'ai pas non plus l'impression, quoi. Je pense que ce type de tweet débile peut passer sur CNews pour qu'il discrédite le mouvement entier. C'est tellement irresponsable. Ça, moi, je suis pas nécessairement d'accord qu'il y ait des trucs comme ça. Enfin, je sais qu'il y a eu tout un débat récemment aussi, pareil, rien à voir. Il y avait un tweet qui disait, où il y avait une vidéo du coup de Petite Sœur, l'artiste Petite Sœur, dont j'ai adoré. D'ailleurs, j'ai écouté récemment, j'ai pas dit, mais j'ai écouté récemment c'est Pretty Doll Corpse, il me semble. L'album, je retiens jamais le nom des albums. Adoré, c'est vraiment incroyable. Mais il y avait quelqu'un qui avait filmé une vidéo du coup de son Grunt Festival, si je me trompe pas, et qui avait tweeté la beauté de Sœur, vraiment, enfin elle est magnifique, tout ça. Et t'as du coup quelqu'un qui a cité et qui a dit, vous voyez ce genre de tweets, bah en fait c'est des tweets qui vont être repris par l'extrême droite pour dire, enfin vraiment je me dis, mais les gens, c'est juste un avis comme ça. C'est pas pour dire, enfin vraiment c'est limite de dire, vous voyez ça dit ça, enfin vous dites ça alors qu'elle est moche, et donc ça va être repris par l'extrême droite pour nous critiquer. C'est dégueulasse, vraiment, quoi. Son film sioniste, c'est quand même un raccourci Mario Kart au regard de toute sa carrière qui digère le trauma lié à Shoah, bien sûr. Enfin, c'est pour ça que pour moi, j'ai pas envie de dire que ce tweet-là, il est néfaste. Encore une fois, ça crée du débat. Là, ça fait 1 heure qu'on parle. Ça a créé tout de même du débat autour de tout ça. Mais voilà, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, Virgast. Perso, c'est pas une donnée à négliger, y compris pour comprendre son cinéma, mais oui, réduire une personne et ses créations, l'essentialiser, bof. C'est quoi ton film sioniste préféré, Paf? Shoah de Claude Lanzmann. Non, du coup, ça, je pense qu'on peut dire que c'est pas un film sioniste. Mais non, mais je sais pas c'est quoi un film sioniste, mon film sioniste préféré. J'avais bien aimé quand j'étais plus jeune, Né à Jérusalem et toujours en vie. C'était pas mal, ça. Ça mériterait une émission avec des invités. Mais ça mériterait, effectivement, ça mériterait. Mais ça mettra du temps. Ça mettra du temps avant de se mettre en place, je pense. Hein, évidemment. La liste de Schindler. Certains diront la liste de Schindler. The Brutalist, en vrai, dans son exploration du sionisme, c'est pas mal.
Mais voilà, mais en tout cas, enfin, encore une fois, j'ai pas envie de dire mon film sioniste préféré, je pense qu'on va s'en passer aussi, quoi.